Quelque chose s'est produit dans la nuit, quelque chose de discret, de presque invisible au premier regard, et pourtant assez vaste pour que des écrans se soient mis à clignoter dans plusieurs régions en même temps. Assez subtil pour que les premières interprétations aient été rassurantes, presque banales, et assez précis pour que, quelques instants plus tard, cette tranquillité apparente commence à se fissurer. Au début, il n'y avait rien de spectaculaire, pas de grandes images, pas de scènes évidentes, seulement de petites anomalies techniques, des signaux faibles, des rapports incomplets, des équipes qui notaient des irrégularités sans leur donner immédiatement une signification particulière. C'est souvent ainsi que commencent les événements les plus importants, par quelque chose qui ne ressemble pas encore à un événement. Un écran qui se fige quelques secondes de trop, un système qui met plus de temps que prévu à répondre, un opérateur qui hausse les épaules avant de reprendre sa routine. Et pourtant, derrière ces détails presque insignifiants, une mécanique bien plus large était déjà en mouvement, une mécanique qui ne cherchait pas à frapper fort, mais à frapper juste, au moment exact où personne ne regarde vraiment au bon endroit. Dans plusieurs zones éloignées les unes des autres, des équipes ont remarqué presque simultanément que leur environnement devenait étrangement plus dense, comme si l'air lui-même se remplissait de quelque chose de nouveau. Des points apparaissaient, disparaissaient, revenaient sous une autre forme. Rien de suffisamment clair pour déclencher une alerte immédiate, rien de suffisamment net pour provoquer une réaction brutale. C'était flou, diffus, presque doux dans sa manière de se présenter. Les premières minutes ont été consacrées à vérifier les instruments, à recalibrer les capteurs, à se demander si le problème ne venait pas simplement d'une interférence, d'une météo particulière, d'un bug logiciel comme il en arrive parfois. Pendant ce temps-là, ailleurs, d'autres équipes faisaient exactement la même chose, sans savoir que d'autres, à des centaines de kilomètres, étaient en train de vivre la même expérience étrange. Ce qui rend cette histoire fascinante, ce n'est pas ce qui s'est vu, mais ce qui ne s'est pas vu. Ce n'est pas le bruit, mais le silence entre les signaux. Ce n'est pas la présence évidente, mais la façon dont quelque chose a pu se glisser dans les angles morts, dans les habitudes, dans les certitudes bien installées. Pendant que certains regardaient vers le haut, attirés par ce qui semblait être la source du problème, d'autres couches plus profondes de la réalité continuaient de fonctionner comme si de rien n'était, jusqu'au moment où elles ne pouvaient plus le faire. Ce décalage entre perception et réalité est au cœur de ce qui s'est joué cette nuit-là. Un décalage si fin qu'il a fallu du temps avant que quelqu'un n'ose dire que non. Ce n'était pas un incident isolé, non. Ce n'était pas juste un petit dérèglement technique, et non. Ce n'était certainement pas sans conséquence. Dans les centres de décision, les premières remontées d'informations étaient calmes, presque rassurantes. Les structures principales semblaient intactes. Les grandes fonctions continuaient d'exister. Les cartes globales ne montraient pas de rupture évidente. De loin, tout semblait tenir. Mais de près, quelque chose avait déjà changé. Comme un mécanisme d'horlogerie auquel on enlève discrètement quelques dents, sans arrêter la montre immédiatement, elle continue de tourner. Elle donne encore l'heure. Mais elle est déjà condamnée à se décaler, à perdre son rythme, à s'arrêter plus tard, sans qu'on sache exactement quand. C'est exactement ce genre de transformation silencieuse qui s'est enclenchée ici. Et c'est pour cela qu'elle est si difficile à comprendre, si difficile à raconter, et pourtant si importante. Beaucoup se demandent déjà ce que cela signifie vraiment, ce qui a été touché, comment, et surtout, pourquoi maintenant. Mais pour l'instant, tout ce que l'on peut dire, c'est qu'une séquence très particulière a été lancée. Une séquence qui n'a pas cherché la confrontation directe, qui n'a pas cherché le choc frontal, mais qui a préféré la précision, le timing, l'exploitation des moments de fragilité naturelle que toute organisation complexe possède, même lorsqu'elle semble parfaitement solide. Cette nuit-là n'a pas été une démonstration de force visible, mais une démonstration de compréhension, de patience et de synchronisation. Restez bien jusqu'à la suite, car ce qui va apparaître ensuite change complètement la lecture de ces premières minutes si calmes, si floues, presque anodines. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de cette histoire, car lorsque les pièces du puzzle commencent à s'assembler, on découvre que rien n'était laissé au hasard,
et que derrière ce qui semblait n'être qu'un léger tremblement, se cache en réalité une onde bien plus profonde qui a traversé plusieurs régions à la fois, modifiant l'équilibre sans presque jamais se montrer directement. Et dans la prochaine partie, nous allons enfin comprendre ce qui s'est réellement passé, où cela s'est produit exactement, et pourquoi ces petits signaux faibles ont en réalité ouvert la porte à quelque chose de bien plus vaste. Abonnez-vous, laissez un commentaire si vous sentez déjà que quelque chose d'important se dessine, et restez avec nous pour la suite. Ce qui s'est réellement passé commence à apparaître lorsque l'on superpose les récits de toutes les régions concernées et que l'on cesse de les regarder comme des incidents séparés pour les comprendre comme les éléments d'un seul mouvement cohérent. Dans plusieurs zones du sud et de l'ouest de la Russie, des installations liées à la logistique, à la maintenance technique et à la coordination de systèmes complexes ont connu presque en même temps des perturbations internes, pas des destructions visibles, pas des scènes spectaculaires, mais des interruptions, des arrêts, des incohérences, des pertes temporaires de synchronisation entre des sous-systèmes qui, en temps normal, fonctionnent comme un ensemble parfaitement huilé. Ce n'était pas un choc brutal, c'était plutôt comme si quelqu'un avait légèrement déplacé des engrenages au moment précis où ils étaient le plus vulnérables, provoquant une réaction en chaîne douce mais profonde. Dans la région de Bryansk, les équipes ont d'abord signalé des anomalies dans les procédures de service technique, certains processus prenant plus de temps que prévu, certaines validations refusant de se confirmer automatiquement, obligeant les opérateurs à passer en mode manuel. Ce genre de choses arrive parfois, mais ce qui a surpris, c'est que pendant que ces petites irrégularités se produisaient, des phénomènes comparables étaient observés presque simultanément autour de Koursk et de Belgorod. Là aussi, les rapports parlaient de ralentissement, de redémarrage, de séquences interrompues puis reprises, comme si le système global avait perdu son sens du rythme, comme s'il avait oublié dans quel ordre il devait exécuter ses propres gestes. Plus au sud, autour de Rostov, les responsables ont noté quelque chose de légèrement différent. Les structures principales restaient debout, visibles, intactes, mais leur capacité à soutenir un flux continu d'activité semblait s'être affaiblie. Certaines zones devenaient temporairement indisponibles, certains circuits internes refusaient de coopérer, certains flux de ressources ne parvenaient plus à atteindre leur destination finale avec la même fluidité qu'auparavant. Ce n'était pas une panne totale, c'était une sorte de fatigue soudaine du système, comme si tout fonctionnait encore, mais à un niveau inférieur, moins stable, moins prévisible. Et puis il y a eu Krasnodar, un point clé, un nœud important dans cette architecture régionale. Là, ce ne sont pas seulement des ralentissements qui ont été observés, mais une vraie difficulté à maintenir une vision claire de ce qui se passait à l'intérieur même du dispositif. Les responsables ont décrit un environnement devenu trop chargé d'informations, trop saturé de signaux pour être interprété correctement. Au lieu de voir mieux, ils voyaient trop, au point que distinguer l'essentiel du secondaire devenait presque impossible. Cette surcharge a conduit à des décisions hésitantes, à des ajustements constants, à une perte de la simplicité qui fait normalement la force de ces systèmes. Ce qui relie tous ces lieux, ce n'est pas un objet précis, ce n'est pas une machine particulière, ce n'est pas une personne unique. C'est une logique. Une logique qui a consisté à observer, à comprendre, puis à intervenir non pas là où c'est le plus visible, mais là où c'est le plus sensible. Il ne s'agissait pas d'arrêter brutalement un mécanisme, mais de l'empêcher de fonctionner harmonieusement, d'empêcher les différentes parties de se reconnaître entre elles comme appartenant au même ensemble. C'est cette perte d'harmonie qui a eu les effets les plus importants. Du côté ukrainien, les autorités n'ont pas cherché à présenter cela comme une victoire spectaculaire, ni comme une démonstration théâtrale. Leur communication est restée mesurée, presque sobre, parlant d'une opération de précision, d'une action ciblée, visant à réduire temporairement certaines capacités techniques, afin de limiter des pressions et d'ouvrir des espaces de respiration stratégiques. Il ne s'agissait pas de montrer des images, mais de produire un résultat discret mais réel, mesurable non pas en ce qui est détruit, mais en ce qui cesse momentanément de fonctionner comme prévu. Dans les capitales occidentales, cette séquence a été analysée avec beaucoup d'attention. À Paris, à Berlin, à Londres, à Washington, les experts ont souligné le caractère extrêmement moderne de cette approche. Une approche qui privilégie l'intelligence des processus plutôt que la force brute, la compréhension des routines
plutôt que leur affrontement frontal. Ce n'est plus la quantité qui impressionne, mais la capacité à comprendre quand un système est le plus fragile. Non pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il est en transition, en maintenance, en adaptation, en train de se reconfigurer lui-même. Les responsables russes, de leur côté, ont reconnu des perturbations techniques, des difficultés temporaires, des besoins de réajustement, tout en insistant sur le fait que l'architecture globale restait solide et que les fonctions essentielles seraient progressivement rétablies. Ce discours est cohérent avec la réalité observée, car rien n'a disparu, rien n'a été effacé, rien n'a été anéanti. Tout est encore là, mais tout ne s'emboîte plus exactement de la même façon qu'avant. Et c'est cette différence, invisible pour le public, qui compte le plus pour les acteurs directement concernés. Au fond, cette séquence montre quelque chose de très profond sur la manière dont les grands systèmes contemporains fonctionnent. Ils ne reposent pas seulement sur des objets physiques, mais sur des enchaînements de procédures, de validations, de rythmes, de communications internes. Toucher à ces enchaînements, même légèrement, même brièvement, peut avoir un effet bien plus large que de toucher à un objet isolé. C'est une transformation de la manière même de penser l'efficacité, la sécurité et la stabilité. C'est pour cela que ce qui s'est passé n'est pas simplement un épisode de plus dans une longue série de tensions, mais un signal, un message silencieux adressé à tous ceux qui construisent et gèrent des systèmes complexes, qu'ils soient militaires, industriels, énergétiques ou numériques. Ce message dit que la robustesse ne suffit plus, que la résilience doit être pensée aussi en termes de rythme, de cohérence interne et de capacité à rester lisible pour soi-même dans des environnements saturés de signaux. Et c'est précisément ce qui rend cette histoire si importante, au-delà des régions et des acteurs directement impliqués. Elle parle de notre époque, de notre dépendance à des architectures invisibles, de la fragilité cachée derrière la sophistication et de la manière dont une intervention presque imperceptible peut produire des effets qui dépassent largement ce que l'on peut voir à l'œil nu. La suite de cette histoire ne se joue pas seulement sur des cartes, mais dans les choix que feront désormais tous ceux qui ont compris que la stabilité moderne n'est jamais seulement une question de force, mais aussi et surtout une question de compréhension. Après que les premières analyses ont été faites et que la compréhension globale de la séquence a commencé à émerger, une autre couche de réflexion s'est ouverte, plus large, plus profonde, presque philosophique, car ce qui s'est produit ne concerne pas seulement quelques régions, ni même seulement 2 pays, mais la manière dont le monde entier organise désormais ses équilibres, ses sécurités, ses dépendances et ses fragilités. Ce qui a été observé à Briansk, Koursk, Belgorod, Rostov, Krasnodar et en Crimée est devenu un cas d'école pour de nombreux centres d'études, universités, instituts de stratégie et organismes de recherche, qui cherchent à comprendre comment les systèmes complexes réagissent lorsqu'ils sont touchés non pas sur leurs points forts, mais sur leurs points de coordination. À Tokyo, des chercheurs en ingénierie des systèmes ont souligné que cette séquence illustre parfaitement la différence entre solidité et cohérence. Un système peut être extrêmement solide, doté de nombreuses protections, redondances et sécurité, et pourtant devenir vulnérable dès lors que ces éléments cessent de communiquer harmonieusement entre eux. À Séoul, des spécialistes des réseaux ont comparé cela à un orchestre, où chaque musicien joue toujours très bien, mais où le chef d'orchestre disparaît momentanément, créant non pas du silence, mais une cacophonie douce, désorganisée, qui suffit à rendre l'ensemble inutilisable pendant un certain temps. À New York, dans plusieurs think tanks, on a insisté sur le fait que ce type d'approche transforme profondément la notion même de rapport de force. Il ne s'agit plus seulement de savoir qui a le plus de moyens, mais qui comprend le mieux la structure intime des moyens de l'autre. Comprendre ses procédures, ses habitudes, ses cycles, ses routines devient plus important que de connaître simplement ses capacités nominales. C'est une forme de connaissance beaucoup plus fine, beaucoup plus patiente, beaucoup plus exigeante aussi, car elle demande une observation longue, silencieuse, presque invisible. À Paris, des analystes ont parlé d'une transition entre une époque de confrontation et une époque de décalage, où l'objectif n'est plus de briser, mais de désynchroniser, pas de détruire, mais de ralentir, pas d'effacer, mais de perturber suffisamment pour créer un espace de respiration, de négociation ou de rééquilibrage. Cette logique, selon eux, se retrouve déjà dans de nombreux domaines civils,
comme les réseaux électriques, les chaînes logistiques mondiales, les flux financiers ou les infrastructures numériques, où de petits incidents bien placés peuvent avoir des effets très larges sans jamais prendre la forme d'une crise spectaculaire. Ce qui frappe aussi, c'est la manière dont le public perçoit ou ne perçoit pas ces événements. Il n'y a pas d'image saisissante, pas de scène immédiatement reconnaissable, pas de symbole fort facile à partager. Il y a surtout des graphiques, des courbes, des rapports techniques, des phrases prudentes dans des communiqués officiels. Et pourtant, derrière cette apparente banalité, se jouent des transformations qui redessinent les marges de manœuvre, les équilibres régionaux, les stratégies futures. C'est une réalité discrète, presque silencieuse, mais extrêmement influente. Dans les semaines qui ont suivi, de nombreux responsables ont commencé à revoir leurs modèles, leurs hypothèses, leurs certitudes. On a parlé de la nécessité de rendre les systèmes non seulement robustes, mais lisibles, capables de se comprendre eux-mêmes, même lorsqu'ils sont soumis à une surcharge d'informations. On a parlé de la nécessité de former des opérateurs non seulement à réagir, mais à interpréter, à distinguer l'essentiel du bruit, le signal de l'arrière-plan, le changement réel de l'anomalie passagère. Car ce qui a été exploité ici, ce n'est pas une faiblesse matérielle, mais une faiblesse cognitive, une difficulté humaine et organisationnelle à rester clair dans un environnement trop dense. Dans les pays baltes, en Finlande, en Suède, en Pologne, ces discussions ont pris une résonance particulière, car elles concernent directement leur propre sécurité et leur propre manière de se préparer à des situations complexes. On y parle désormais moins de scénarios extrêmes et plus de continuité, de capacité à fonctionner sous stress, de maintien de la cohérence interne, même lorsque tout semble fonctionner encore de l'extérieur. C'est une vision beaucoup plus subtile de la stabilité, qui ne se mesure pas seulement à l'absence de crise, mais à la qualité de la coordination en période de tension. Même dans le monde de l'entreprise, cet épisode a été commenté. Des dirigeants de grandes entreprises logistiques, énergétiques ou technologiques ont reconnu y voir un miroir de leur propre vulnérabilité. Une chaîne d'approvisionnement mondiale peut être très performante, mais devenir extrêmement fragile si un petit nombre de nœuds de coordination sont désorganisés. Un réseau numérique peut être très rapide, mais perdre toute utilité si ses systèmes de contrôle sont saturés. Cette histoire dépasse donc largement son contexte d'origine et devient une métaphore puissante de notre monde interconnecté. Au fond, ce que cette séquence nous apprend, c'est que la puissance moderne n'est plus seulement une question de volume ou de vitesse, mais une question de qualité relationnelle entre les éléments d'un système. Ce sont les liens qui comptent autant que les composants. Ce sont les rythmes qui importent autant que les capacités. Et celui qui comprend cela peut influencer un ensemble bien plus vaste que ce que ses moyens visibles pourraient laisser croire. C'est pourquoi cette histoire continue d'être racontée, analysée, disséquée, non pas comme un simple événement, mais comme un tournant conceptuel. Elle marque une étape dans la manière dont nous comprenons la vulnérabilité, la sécurité et l'influence. Elle nous rappelle que ce qui est le plus important n'est pas toujours ce qui est le plus spectaculaire, et que parfois, ce sont les gestes les plus discrets qui transforment le plus profondément la réalité. Et pendant que les cartes continuent d'être mises à jour, que les systèmes sont réajustés, que les discours officiels se stabilisent, une chose demeure certaine. Cette nuit-là, quelque chose a changé dans la manière dont le monde se regarde lui-même, dans la manière dont il pense ses équilibres, ses protections et